Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique consacrée une nouvelle fois à l'intelligence stratégique, puisque nous allons reprendre avec Fabrice Ravel la séance que nous avions interrompue la semaine précédente sur l'intelligence stratégique issue de la géopolitique. Peut-elle être décisive pour la réussite en entreprise ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors la semaine dernière, nous avions déjà engagé ce processus de réflexion sur les éléments et les familles d'informations qui permettent la mise en place d'une intelligence stratégique à l'œuvre, qui va déboucher sur un plan d'action, une stratégie effective ensuite. Nous avions vu donc les deux premiers éléments. Il est peut-être temps maintenant d'attaquer le troisième, toujours dans cette stratégie graduelle. Alors, le troisième, c'est la logistique. Oui. Et c'est important de souligner, comme vous le faites, qu'il est en troisième, parce que généralement, c'est un peu déconsidérant. On dit c'est matériel, c'est purement tout ce qui est lié au transport, à la bonne gestion. Mais comme on a vu l'opportunité d'ailleurs de l'évoquer quand on évoquait des questions stratégiques, cet aspect est fondamental parce qu'il amène quand même au fait qu'une stratégie soit opérationnelle concrètement ou pas par rapport aux moyens dont on dispose. Et là où il y a un point sur lequel il va falloir qu'on s'efforce davantage de s'attarder, c'est qu'en plus, cet élément-là se dédouble lui-même sur déjà deux notions qui sont distinctes. Une première, me semble-t-il, étant assez convenue et assez limitée. Une seconde, par contre, étant, à mon sens, beaucoup plus importante. Quand on parle de logistique, qui serait donc le troisième élément, et là, comme vous le dites, on est en train de monter en puissance sur l'influence que ça a, je rappelle, sur l'impression générale, c'est bien sûr les moyens dont on dispose. Alors, les moyens dont on dispose, si on est d'un point de vue militaire, c'est l'ensemble des équipements dont on dispose. Les moyens dont on dispose, si on est commercial, ça peut être les différents outils. On pense à des véhicules ou à l'ordinateur. Mais là, je vais aller vite parce que finalement, on voit bien que c'est quand même assez limité. Par contre, dans la dimension du troisième élément de la logistique, il y a à mon sens quelque chose qui est beaucoup plus important. C'est la capacité à mesurer quels sont les points forts et les points faibles qu'on a, et de les mettre en face à face, en vis-à-vis avec les points forts et les points faibles de l'adversaire. Et là où c'est intéressant, Olivier, c'est que dans la séance précédente, on avait déjà expliqué les corollaires ou les liens qu'il peut y avoir entre l'intelligence stratégique, l'intelligence économique ou le marketing. Et là, il est évident que quand on parle de points forts, points faibles, on pense spontanément au tableau SWOT, qui est bien connu pour la plupart de nos étudiants, et on fera remarquer qu'en géopolitique, qu'en question militaire ou qu'en question politique, on s'était déjà efforcé de voir quels étaient les points forts, les points faibles ou les forces et les faiblesses. Mais ce qui me paraît important sous l'angle de la géopolitique, j'insiste, de mettre en évidence, c'est qu'il faut totalement se maîtriser. Et on avait dit dans nos définitions préalables, avec Sun Tzu, se connaître soi-même, bien connaître ses produits, ses forces et ses faiblesses, et celles des autres, parce qu'en fait, c'est là où la logistique devient prépondérante. L'art suprême en stratégie va consister à essayer d'appuyer sur son adversaire ou sur son concurrent, sur son point faible. Et si on arrive à conjuguer, à cumuler le point faible de l'adversaire avec son propre point fort, alors on a une victoire décisive. Et là, il y a spontanément un exemple qui nous est procuré par la géopolitique, qui me paraît très important à mettre en évidence. C'est la défaite de l'armée française qui a été considérée comme la meilleure au monde en mai-juin 1940, face à une armée allemande qui n'est pourtant reconstruite que depuis 5 ans, avec la rupture du traité de Versailles. Et là, il y a les mémoires des deux généraux allemands qui sont essentiels dans cette approche, qui sont Heinz Guderian avec la Blitzkrieg, d'un point de vue tactique, mais surtout von Manstein avec le fameux plan qui consiste à atterrir les Français dans le Benelux pour ensuite passer par la forêt des Ardennes et couper l'armée française en deux. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, là, les Allemands, ayant besoin d'une victoire rapide, cherchent à savoir quels étaient plutôt les défauts de l'armée française, plutôt la lourdeur qui était inhérente parce que les Français avaient gagné selon des concepts qui étaient valables en 14-18, mais qui n'étaient plus valables 20 ans plus tard avec la motorisation. Et les Allemands, sentant qu'ils étaient plus motorisés et avec des conceptions nouvelles, finalement s'efforcent de percer non seulement le point faible de l'armée française d'un point de vue géographique, mais en plus d'un point de vue conceptuel, le point faible de l'armée française en termes de mobilité. Et là, on voit bien que la logistique, tout d'un coup, nous amène à quelque chose de beaucoup plus fondamental que juste la maîtrise d'un certain nombre d'objets. Donc c'est la raison pour laquelle on a cet élément en troisième position, parce que en fait, la logistique, si elle est pensée en termes de points forts, points faibles, et chez soi et chez le concurrent, nous permet effectivement de mieux cibler quelle doit être la stratégie qu'on doit mettre en place. Nous venons de voir le troisième élément. Allons au quatrième maintenant. Vous avez évoqué le SWOT.
il y a le O d'opportunité. Ce serait ça le quatrième élément en termes d'information. Alors, le quatrième élément, alors évidemment, je rappelle à nos apprentis, ou à nos étudiants ou à nos auditeurs plus largement, que plus on monte, plus on est sur des catégories d'informations, pour reprendre un petit peu la dénomination qu'on avait utilisée, qui vont être déterminantes pour expliquer si la situation nous est favorable et quelle stratégie on en déduit. Donc là, en termes de challenge, ça veut dire que généralement, d'ailleurs, c'est des informations qu'on va avoir de plus en plus de mal, on ne l'a pas souligné, plus on monte, plus les informations sont importantes pour pouvoir juger de la situation, mais plus elles vont être difficiles d'accès, parce que les adversaires ou les concurrents, par définition, vont être plus méfiants dans leur accessibilité. La quatrième dimension, je la trouve assez intéressante, si vous me permettez, Olivier, parce qu'elle est totalement sous-estimée, à contrario de l'effectif. Et là, il y a deux termes qu'on pourrait utiliser, parce qu'il y a un terme qui correspond peut-être plus à la géopolitique ou à l'art militaire, et il y a un terme qui correspond peut-être plus à notre vie quotidienne dans la vie de tous les jours. Il y a effectivement l'opportunité, c'est-à-dire savoir saisir en politique ou d'un point de vue militaire l'opportunité d'une situation, et je vais y revenir. Et ça serait à la fois l'opportunité, mais aussi, si vous me permettez, l'humeur ou l'état d'esprit de la personne qui est face à soi. Alors, je vais tâcher d'expliquer ce que recouvrent ces deux concepts. En fait, ce qui est assez intéressant ou passionnant d'un point de vue militaire, c'est qu'on se rend compte que depuis très longtemps, dans la plupart des armées qui sont efficientes, et là on pense non seulement à Napoléon, mais on peut penser aux armées prussiennes, en fait, les états-majors s'efforcent de donner des lignes directrices globales, mais ils laissent à leurs officiers, dont ils ont conscience qu'ils sont concrètement sur le terrain, le pouvoir de les interpréter pour les adapter au contexte. Et là, franchement, on va s'arrêter un instant parce que je pense que c'est très très important à comprendre. Si on prend l'exemple de Napoléon, la bataille de Waterloo du 18 juin 1815 est assez connue, et on a tendance à considérer trop souvent que l'empereur était malade, ce qui est vrai, qu'il était vieillissant et que donc il n'était plus aussi talentueux d'un point de vue stratégique. Seulement, on oublie un point, c'est que les officiers français ne sont plus les mêmes. Et que parce que la France a été en guerre depuis 20 ans, la qualité de formation des officiers, d'expérience des officiers, par définition, beaucoup sont morts, n'est plus la même. Et si on observe bien Waterloo, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en fait, les Français sont sur le point de remporter la victoire vers 15h30, 16h, mais qu'il y a deux officiers supérieurs qui vont en réalité faire échouer toute la stratégie globale. C'est le maréchal Ney, qui pour un caprice de l'histoire, qui est un général d'infanterie, est amené à commander la cavalerie et n'est pas en compréhension des ordres de Napoléon comme il devrait, et se met à charger de façon inopinée, sans, en préambule d'ailleurs, observer la situation. Et puis, l'exemple est assez connu, on a le maréchal Grouchy, qui est à 30 à 40 km de là, à qui l'empereur avait donné l'ordre de partir plutôt vers l'est, à la recherche d'une armée ennemie d'ailleurs, qui n'est plus à cette position-là, et qui, malgré un certain nombre d'indices, on n'a pas l'opportunité de rentrer dans les détails, ne sera pas en compréhension de comprendre qu'il faut venir au secours de l'empereur, ce qui aura apporté la victoire. On connaît la phrase d'ailleurs tirée de Victor Hugo, assez célèbre, on attendait Grouchy et on a eu le maréchal Blücher. Et donc ça c'est très important parce que d'ailleurs Napoléon avait dit, à l'occasion, là on remonte un peu dans le temps, de l'assassinat du duc d'Enghien, il avait donné l'ordre de l'assassiner et tout d'un coup Napoléon se rend compte que le duc d'Enghien fait un aveu et il voulait le gracier. Et il dit à un de ses généraux, il y a ce que je dis et ce qu'il faut faire à un certain moment. Ça c'est très important parce que ça sous-entend qu'en fait, il faut que les officiers comprennent face à la situation quel est le moment opportun à saisir. Un président français avait dit le pouvoir est un cheval qui passe au galop, François Mitterrand, devant sa porte et qu'il faut savoir saisir car l'occasion ne se représentera pas. Et là, on voit bien que c'est très important parce que c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Il y a un tas de paramètres qui peuvent jouer, y compris la psychologie humaine. Et là, ça nous ramène sur un domaine plus professionnel, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est opportun de poser une question ou de se lancer face à un client, face à un prospect, face à un interlocuteur. Et je crois que ça demande en plus, c'est assez beau dans la démarche parce que ça demande une ouverture d'esprit, une écoute de l'autre. Et souvent, je dis aux étudiants qui posent des questions, vous venez avec des problèmes, alors qu'il faudrait déjà savoir si la personne est en situation de les entendre. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'en fait, la réponse à une question dépend beaucoup moins de la nature de la question que du moment opportun où on la pose. J'aime beaucoup parce que dans notre progression, on passe d'éléments qui sont factuels, très rationnels, gestionnaires, à des éléments qui sont beaucoup plus impalpables, avec ce quatrième élément, beaucoup plus difficilement saisissable, qui fait beaucoup plus appel à une intelligence non rationalisable. Hein. Et le cinquième élément,
ça va encore plus loin. On pourrait même dire que c'est un élément qui est romantique, et pourtant cet élément qu'on pourrait qualifier de romantique dans notre esprit est celui qui sera le plus crucial. Il sera tellement crucial qu'il peut même renverser la structure qui est présentée par les 4 premiers éléments. Oui, là, je vais demander à nos étudiants d'être particulièrement concentrés sur ce qu'on va dire, parce que vous avez totalement raison. En plus, vous avez l'art de ménager le suspense, mais c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, personnellement. Et j'ai tendance à considérer que c'est très galvaudé, c'est très entendu, mais finalement, quand on y réfléchit, on y fait très peu attention, et d'autant plus coupable qu'on en a pourtant des exemples hebdomadaires. Ce 5e élément, un peu dans l'esprit de Luc Besson, donc je renvoie à nos étudiants le film Lilou, qui en fait représente la capacité à en plus intégrer tous les paramètres. Ce 5e élément, vous avez raison de souligner le fait que même si tous les autres sont contraires, à lui tout seul, dans l'histoire, il a montré qu'il pouvait surmonter des obstacles qui paraissaient impossibles ou incompressibles. Ce 5e élément, Olivier, c'est la détermination. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est plus palpable dans le sport, dans notre vie quotidienne, mais on oublie à quel point en géopolitique ou en politique ça a été important. Et là, alors, on a des exemples qui sont incroyables. En plus, cet élément-là a pris de l'épaisseur ou de la densité au XXe siècle avec les idéologies et avec les discours politiques, car on voit bien que c'est le ressort sur lequel en géopolitique ou dans les guerres on va s'appuyer. Si vous me permettez, je vais en donner plusieurs exemples pour revenir après sur des logiques qui seraient plus proches de nous. Évidemment, le premier exemple en France, c'est les armées révolutionnaires. Quand on a la révolution le 14 juillet 1789, toutes les monarchies européennes nous déclarent la guerre, et de par la disparité des forces, la France seule face à toute l'Europe, tous les monarques à l'époque s'attendent à ce que finalement il soit assez aisé d'arrêter la Révolution française et de remettre d'ailleurs Louis XVI sur le trône. Or, ça ne va absolument pas être le cas, parce qu'il y a la conscription, l'armée nationale, et tout d'un coup les soldats, au lieu finalement d'être totalement apathiques, hébétés dans une sorte d'entraînement qui les transforme presque plus en animaux avec des réflexes, sont des soldats qui sont portés par un idéal et par une idée. Et donc tout d'un coup, on a affaire à une armée qui n'a plus rien à voir. Et c'est l'élan révolutionnaire qui est bien connu, qui est montré par beaucoup d'œuvres, notamment je pense à des peintures, mais qui va être mis en avant par des romanciers et même par des analystes en sociologie, Olivier, qui montrent bien que là, on a une sorte d'élan qui dépasse et qui d'ailleurs permet d'expliquer un point qu'on avait évoqué, que malgré l'infériorité numérique, on arrive à dépasser l'adversaire en supériorité numérique. Il y a bien sûr l'exemple de la révolution bolchevique, qui s'inscrit finalement dans la même logique. Il y a un exemple qui est assez intéressant, et je trouve qu'on ne met pas assez en évidence, c'est le discours de Winston Churchill de juillet 1940, qui est incroyable. Parce qu'en fait, il faut remettre les choses en perspective. L'Allemagne est sur le point de gagner la guerre. Le père de Kennedy, qui est ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni à l'époque, envoie un courrier à Franklin Roosevelt en lui disant que l'Allemagne a gagné la guerre, et qu'il va falloir, et ça va lui coûter sa carrière politique, voilà pourquoi il va pousser ensuite son fils, et qu'il va falloir concilier avec l'Allemagne, qui est la nouvelle puissance en Europe, car il est évident que ce n'est pas les Anglais tout seuls qui vont arrêter la machine nazie qui a écrasé respectivement la Pologne, le Danemark, la Norvège, le Luxembourg et surtout la France, et que donc ce n'est pas ces petits insulaires qui pourraient les arrêter. Et le discours de Churchill est incroyable, car le discours de Churchill est « nous nous battrons sur nos plages, nous nous battrons dans nos villes, nous nous battrons dans nos campagnes, but we will never, ever surrender ». Et là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'Hitler est face à un problème. Il est face à des gens qui ne veulent pas reconnaître, malgré des faits réels, leur défaite. Et ils se retrouvent dans une incapacité, d'ailleurs, à lutter contre eux, car ils ne céderont pas. Et c'est le fameux V de la victoire, c'est Churchill qui va le créer. C'est une image incroyable. À une époque où le marketing est encore dans sa genèse ou dans ses débuts, Churchill a la préscience de dire « nous allons gagner, quoi qu'il nous en coûte ». Et d'ailleurs, la fin du discours est incroyable. Finest hours, si l'Empire britannique devait durer encore 1000 ans, nous nous rappellerons de ça comme nos heures les plus grandes. Et on sent bien que là, il y a une sorte de transcendance. Le 5e élément, c'est quelque chose qui dépasse. Et il y a un dernier exemple. À contrario, les officiers américains vont être très surpris de voir qu'encore en octobre, novembre, décembre 1944, les soldats allemands se battent, alors que la guerre est finie. En fait, l'armée allemande a pratiquement perdu la guerre depuis Stalingrad. Il y a d'ailleurs une plaisanterie dans l'armée allemande, malgré la Gestapo, malgré la censure, où on dit après la guerre, qu'est-ce que tu feras ? Il y a un soldat allemand qui dit après la guerre, je ferai le tour de l'Allemagne en vélo en une journée, ce qui laisse à penser quand même que la défaite va laisser une Allemagne assez rabougrie. Et l'autre répond en disant ça, c'est pour le matin et pour l'après-midi. Donc, en fait,
les Allemands sont intimement convaincus que la défaite est là. Et pourtant, ils vont se battre jusqu'aux ruines fumantes de Berlin le 8 mai 1945. Et pourquoi c'est interpellant? Parce qu'en 1918, il n'y a pas besoin d'amener les Allemands à la défaite pour qu'ils soient amenés à la reconnaître. Les Allemands, en fait, il y a l'armistice le 11 novembre 1918, et le 11 novembre 1918, il n'y a aucune armée alliée qui est rentrée en Allemagne. Alors qu'en 1945, il faut aller jusqu'à Berlin. Et les officiers anglo-saxons vont réfléchir beaucoup a posteriori à ça, et ils vont se rendre compte que le fanatisme, l'idéologie qui est inculquée aux soldats allemands, fait que même dans une situation qui paraît désespérée, en fait, il va être porté par une sorte de détermination. Ce qui nous amène bien sûr à des exemples qui sont plus faciles pour nous à toucher, et qui sont les exemples du sport. Et alors là, évidemment, je renvoie chacun à ses préférences en termes de sport, en termes de pays, en termes de références sportives, mais on a tous forcément à l'esprit l'exemple de ces sportifs. D'ailleurs, c'est très dans la culture américaine, si vous me permettez, le comeback, celui qui est tombé et celui qui revient, c'est quelque chose qu'on a très souvent, je pense notamment au tennis. Alors, les plus jeunes penseraient à Federer. Moi, si vous me permettez, après tout, on peut toujours y mettre une part personnelle. Je pense qu'il ne faut jamais oublier un joueur comme Jimmy Connors, dont les victoires étaient toujours ponctuées, les points serrés à la fin des matchs. Sur des matchs, il y en a notamment un, on mélange les expériences ou les exemples. Un fameux match du 2 septembre où à 39 ans, il bat au bout de 4h50 un joueur qu'on avait 25. Et là, on se rend bien compte, à 1h du matin, alors qu'il est perclus de crampes et qu'il ne tient plus debout, que là, de toute façon, on n'est plus dans le tennis. Et que là, la détermination est, le vieux lion va t'emmener jusqu'au bout. Et ça, si on le remet au niveau de l'entreprise, finalement, c'est je suis prêt à travailler plus, je suis prêt à faire plus d'efforts, je suis prêt à descendre mes prix parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et on se rend compte que quel que soit le contexte, cet élément-là est essentiel. Et d'ailleurs, il nous renvoie à la phrase en dessous. Il faut d'abord le mesurer, jusqu'où nous on est prêt à aller. Et ça, c'est souvent une remise en cause. Et jusqu'où les autres sont prêts à aller. Et on se rend compte souvent que des victoires inexplicables ou inexpliquées s'explique souvent à travers la lumière de ce cinquième élément. Ouais. Alors, on vient de faire ce parcours qui nous a permis de voir comment se mettait en place l'intelligence stratégique, mais de l'intelligence stratégique jusqu'à la victoire finale, le chemin est encore long. Et c'est peut-être le moment, à travers cette question, de voir, de le mettre en perspective par rapport à toutes les autres étapes et phases à venir. C'est vrai, c'est-à-dire que ça nous amènera presque en guise de conclusion, parce que je pense que tout le monde mesure que le sujet est ample, que les exemples pourraient être encore beaucoup plus importants. Ça pourrait nous amener à un certain nombre de perspectives, peut-être en sorte de teasing ou de prochaines séances ou de prochains cours. Parce qu'en fait, il faut bien rappeler que là, il ne s'agit pas juste d'analyser l'information. Ça, à la limite, ça ne sert à rien si on se contente de faire ça. Je me contente d'accumuler les informations et d'essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut se rappeler ce qu'on s'est dit la fois précédente. L'intelligence stratégique est une action. Si vous me permettez, je le rappelle parce qu'en guise de conclusion, ça va remettre en perspective. Préalable, indispensable, non suffisante pour que toute stratégie soit victorieuse. En effet, une stratégie ne peut être victorieuse que si elle correspond au contexte. Donc là, ça va nous plonger dans deux remarques. D'abord, maintenant qu'on a identifié les informations, les 5 types d'informations, quelles sont les techniques qu'il faut mettre en place? Et là, ça devient totalement opérationnel pour aller les chercher. Ce n'est pas aussi simple. Et là, j'aimerais dire à nos étudiants qu'il y en a au moins 4. Comment intégrer ou interpréter la culture générale et notamment la culture historique pour mieux comprendre les informations? Premier point. Comment interpréter les statistiques, dont on rappelle que, comme disait un homme politique, les statistiques sont la forme la plus élaborée du mensonge et qu'il ne consiste pas à les décliner, mais à comprendre ce qu'elles sous-tendent ou ce qu'elles sous-entendent. Encore plus important, Olivier, comment avoir une stratégie accomplie avec des informations qu'on n'a pas? Car la mauvaise nouvelle, il faut bien qu'il y en ait une, c'est que quelle que soit la qualité qu'on va déployer en intelligence stratégique, il est illusoire d'imaginer qu'on maîtrisera toutes les informations. Donc il faudra être capable de prendre une décision en ayant identifié un certain nombre d'informations qu'on ne maîtrise pas. Et donc il faudra, on s'en rendra peut-être compte lors de cours prochains, non pas refuser ces informations qu'on n'a pas, mais les intégrer en termes d'a priori ou d'inconnu dans la stratégie. Et enfin, il reste un dernier point, comment particulièrement interpréter des informations qui ne seraient plus écrites, mais qui seraient visuelles ou à travers des images, ce qui est particulièrement interpellant dans notre époque moderne. Mais cette étape-là, en plus, n'est pas la seule. Car j'ai envie de dire à nos étudiants, si je veux remporter la victoire, donc, action préalable, je dois maîtriser l'information grâce
à une intelligence stratégique efficace. Mais ensuite, je dois être capable d'en déduire la stratégie qui y correspond. Et ensuite, je dois savoir estimer si je suis capable de la mener ou pas. Et si je suis capable de la mener ou pas, ça fait déjà partie de l'intelligence stratégique qui doit amener à savoir si effectivement je suis capable de la mener. Et donc ce que je trouve passionnant, si vous me permettez, Olivier, en guise de conclusion, c'est que pour revenir sur la stratégie, on se rendra compte qu'aucun d'entre nous n'invente vraiment une stratégie. Là, il va falloir être totalement humble. Il y a un film qui peut paraître un peu dérisoire de citer, qui est Rambo 3, dans lequel il y a une boutade entre Rambo et un officier américain. Ils sont, si vous me permettez cet exemple un peu plus ludique, Olivier, ou décalé, ils sont en train d'affronter les troupes russes, qui sont des milliers. Et là, il y a John Rambo qui fait « Mon colonel, qu'est-ce qu'on fait ?» et son colonel, par boutade, lui répond « On les encercle ». Et on comprend spontanément qu'à 2 contre 10 000, ce n'est pas l'encerclement qui va correspondre. Ce qui prouve bien une chose. C'est pas nous qui allons inventer les stratégies. D'ailleurs, si vous me permettez de rajouter une chose, quel est l'un des pires virus qu'on a en informatique? Le cheval de Troie, et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, c'est d'une formidable modernité. En fait, ce qu'il faut, tel un joueur d'échecs, c'est connaître toutes les stratégies et grâce à sa maîtrise de l'intelligence stratégique, savoir quelle est celle qui correspond au contexte qu'on vient de découvrir. Ce qui veut dire que j'ai le sentiment, Olivier, que si on maîtrise bien l'intelligence stratégique, normalement, a priori, on se met en situation de vaincre, oui, quel que soit le contexte professionnel dans lequel on est. Fabrice, je vous propose de terminer sur cette victoire. Nous venons au terme de ces 2 séances de brasser un certain nombre de concepts, d'informations très très riches et très très intéressantes pour les étudiants. Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ces 2 séances des rendez-vous de la géopolitique consacrées à l'intelligence stratégique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.